Alors aujourd'hui, dans Parlons-en, direction Cuba, territoire grand comme 3 fois la Belgique, 10 millions d'habitants, territoire exsangue qui étouffe sous une politique de l'asphyxie menée par l'administration Trump. Le régime castriste est la bête noire du locataire de la Maison-Blanche et de son secrétaire d'État Marco Rubio, lui-même fils d'immigrés cubains. Il est bien loin le temps où Barack Obama a lancé son Todos Americanos depuis la Havane. Le régime cubain peut-il résister à cette pression maximale ? Que font ses alliés et surtout, comment la population cubaine peut-elle vivre ou survivre dans ces conditions ? Question posée à mes invités ce matin, David Delos, Christophe Dansette, Jean-Jacques Kourlianski et Thomas Possado. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour David Delos, rebonjour. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à France 24. Vous êtes aussi chez vous ici, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Du service éco de la rédaction de France 24, Jean-Jacques Kourlianski. Bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès. Et avec nous aussi à distance, Thomas Possado. Bonjour à vous. Bonjour. Maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen-Normandie, co-auteur de Révolution à Cuba de 1868 à nos jours. Peut-on vivre ou plutôt survivre sans pétrole ? C'est la question à laquelle sont confrontés 10 millions de Cubains depuis plus d'un mois, que le robinet du Venezuela est coupé et que l'administration américaine décourage, on va y revenir, avec des droits de douane mirobolants quiconque voudrait encore livrer du pétrole au régime castriste. Et le gouvernement cubain, Christophe, et on en parle depuis plusieurs jours, est passé en mode survie. Oui, parce que la dernière livraison de pétrole, elle remonte à exactement un mois. C'était le 9 janvier dernier. 85 000 barils qui sont arrivés du Mexique et depuis, plus rien. Un mois zéro pétrole. Ça n'est pas arrivé depuis 2015. J'ai regardé dans les archives. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Et effectivement, le gouvernement a dû prendre un certain nombre de mesures parce que aujourd'hui, un mois sans pétrole, ça veut dire, dans un pays surtout qui, bien plus que la France, dépend du pétrole. Plus de 85% de l'électricité aujourd'hui, elle est faite à base de fioul lourd dans des centrales qui sont d'ailleurs pour certaines vieillissantes. Donc il y a vraiment ce pétrole dont on dépend pour les transports, pour la distribution de vivres, de nourriture, pour les écoles, etc. Donc on en a vraiment besoin. 90% des stations service aujourd'hui sont en rupture de stock. C'est ce que donne ce matin un journal cubain qui explique que c'est très très difficile. Il y a des systèmes de tickets. Faut prendre un créneau sur Internet pour pouvoir se faire livrer pour pouvoir prendre de l'essence. Et finalement, le seul pétrole qu'on trouve, il est aujourd'hui au marché noir. Très cher, 2000 à 2500 pesos, ça représente un tiers d'un mois de salaire, c'est extrêmement cher. Et donc voilà. Et le gouvernement a pris des mesures, on peut peut-être les citer. D'abord, la dernière qui avait été prise, c'est l'arrêt pour les avions de ravitaillement ou d'avitaillement en kérosène dans les 9 aéroports de l'île. Il y a une semaine de 4 jours. C'est des mesures qui ressemblent vraiment à ce qu'on a pu connaître, ce que l'île a pu connaître au moment du Covid. 4 jours de semaine pour le secteur public, la généralisation du télétravail. Pour les étudiants, on fait les cours par visioconférence. Et puis, il y a des restrictions de carburant, on le disait, pour les réserver principalement aux secteurs vitaux, la santé, l'alimentation, l'agriculture. Et encore, pour l'agriculture, il y a certaines récoltes qui ont tout simplement été suspendues. C'est le cas de la canne à sucre, par exemple. Il y a aussi des réductions de services de bus, de trains entre les provinces, la suspension des chirurgies non essentielles pour les hôpitaux et des fermetures de certains hôtels. Et ça, c'est important aussi pour le tourisme. Et on y reviendra, bien sûr, car cette économie cubaine repose notamment sur le tourisme et ce secteur touristique avait été longtemps épargné. Thomas Possado, ce que vient de dire Christophe Dansette, on sent que le durcissement est très net sur une économie cubaine qui était déjà à la peine depuis de nombreuses années.
Oui, tout à fait. Enfin, l'économie cubaine n'a pas récupéré depuis le Covid. Enfin, on avait eu plus de 4 millions de touristes avant la pandémie. On dépasse tout juste les 2 millions l'année dernière. Et les mesures qui ont été prises face au blocus maritime de pétrole imposé par Donald Trump vont aggraver les choses. Ajouté à cela, il y a eu une réforme monétaire en 2021. Enfin, il y a une situation qui est extrêmement préoccupante et des coupures de courant où désormais à Cuba, on parle plus des heures de présence de courant que des coupures de courant en tant que telles, hein. Et tout cela ajouté dans une situation extrêmement dramatique qui vont aggraver les souffrances des Cubains dans l'île. Cuba sous embargo américain depuis 1962 et dont les conditions de l'embargo, David, avaient déjà été durcies par Donald Trump. Effectivement, oui, puisque Donald Trump estime que apparemment Cuba est une épine dans son pied. Oui, on se retrouve face à une économie qui est au bord de l'asphyxie. Je parle sous le contrôle de Christophe. Et c'est un petit peu effectivement facile là aujourd'hui de se dire qu'il va y avoir un embargo qui va encore peser sur le pays, sachant que peut-être le salut viendra de l'international, puisque l'ONU estime que cet embargo, ces mesures sont encore trop dures, qu'il y a le Mexique qui fait de la résistance et qui veut continuer en tout cas à livrer du pétrole et à envoyer quelques 800 tonnes de vivres aux voisins cubains. Donc on peut se demander effectivement quelle sera l'issue pour ce pays. Pour l'instant, le régime cubain, lui, il reste sur son quant à soi. Il estime qu'effectivement ces mesures vont le mener à l'asphyxie. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump veut, comme ce qui a été fait au Venezuela, faire tomber le régime cubain, c'est une conclusion sur laquelle on peut très aisément sauter. On va y venir d'un mot, Jean-Jacques Kourlianski, comme l'évoquait Thomas Posados. La conséquence très directe pour les Cubains, c'est une vie en survie permanente ? Oui, alors survie permanente depuis la fin de l'Union soviétique, hein. Cuba vivait à l'époque soviétique grâce à des livraisons de pétrole à des prix d'amis, donc s'est trouvé face à cette difficulté pétrolière à la fin du siècle dernier. La solution qui a été prise s'avère erronée aujourd'hui. Ça a été ni perestroïka, ni changement de régime, ni communisme à la chinoise, c'est-à-dire maintien du monopole du Parti communiste chinois, mais avec une économie libéralisée. Et Cuba s'est dirigé vers trois lignes économiques qui aujourd'hui arrivent en fin de course. Un, les envois d'argent de la part des Cubains qui vivent notamment aux États-Unis, accessoirement en Espagne. L'envoi de médecins cubains dans différents pays du monde, d'Amérique latine, d'Afrique, et même il y en a eu quelques-uns au Portugal, à une époque, contre des livraisons de pétrole et le tourisme. Ces trois éléments sont aujourd'hui dans une impasse. Les envois d'argent de la part des Cubains aux États-Unis arrivent à épuisement. Cette semaine, un avion est arrivé des États-Unis avec des 170 Cubains en situation illégale qui ont été renvoyés après un accord entre les deux gouvernements. Les médecins cubains au Venezuela ne sont plus payés en pétrole puisque ça a été suspendu depuis le mois de janvier. Et le tourisme ne peut fonctionner que si les avions peuvent venir, s'il peut y avoir des devises pour acheter ce dont ont besoin les touristes dans les grands hôtels qui ne mangent pas à la cubaine. Et donc, les trois secteurs clés de l'économie cubaine se trouvent aujourd'hui bloqués. Donc, la situation est aussi dramatique que celle qu'a vécue Cuba à la fin du siècle dernier, quand l'Union soviétique a disparu et qu'on a appelé la période spéciale. Oui. Et d'ailleurs, l'Allemagne, ce matin, demande à ses ressortissants de ne pas se rendre à Cuba, sauf raison impérieuse. On va voir quelques images de Cuba, parce qu'on le disait, c'est un territoire qui est extraordinairement dépendant du pétrole. Alors, de ci, de là, on essaie de trouver des solutions pour parer à cette crise énergétique, et notamment du charbon. On va voir ces images commentées par Florent Rodeau, et on en reparle juste après. Des sacs de charbon disponibles sur le côté de la route. À La Havane,
les vendeurs ambulants de ce type pullulent. Crise énergétique oblige, les Cubains n'ont plus le choix. Il faut se tourner vers des solutions moins chères. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter un groupe électrogène, une batterie ou quelque chose comme ça. Le charbon, c'est plus abordable. C'est pas vraiment bon marché, mais au moins ça fonctionne et on peut cuisiner. L'autre option qui a en ce moment le vent en poupe sur l'île, c'est le solaire. Sur les toits, les installateurs de panneaux photovoltaïques multiplient les interventions. Ces derniers mois, ces dernières semaines, la demande a été incroyablement forte. Nouveaux panneaux solaires et nouveaux compteurs pour cette maison de retraite gérée par des sœurs, soucieuses de servir un repas chaud à leurs pensionnaires. On cherchait une stratégie pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées en matière d'alimentation, car il y avait souvent des coupures d'électricité et les repas restaient à moitié cuits. Carburant rationné, télétravail. Depuis lundi, Cuba applique une série de mesures d'urgence. L'objectif est clair, économiser au maximum le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les États-Unis. Pour en sortir, le gouvernement cubain a installé en 2025 49 parcs photovoltaïques, loin d'être suffisants pour subvenir aux besoins de la population, habituée depuis des années aux coupures de courant. Voilà, pour donner un chiffre à ceux qui nous regardent, je disais en préparant cette émission que le salaire moyen à Cuba, c'est 6 000 pesos et qu'en ce moment, un carton 2 vaut 2 800 pesos, donc quasiment la moitié du salaire moyen mensuel. Thomas Posado, Jean-Jacques Orlianski évoquait à l'instant cette période très dure dont les Cubains les plus âgés se souviennent, après la chute de l'URSS, que Fidel Castro avait appelé la période spéciale. Est-ce que ce que vivent les Cubains aujourd'hui est pire qu'au début des années 90 ? Oui, non seulement c'est pire, et en plus ça se situe dans la continuité de cette série de crises. Alors il y a eu un moment de répit dans les années 2000 avec l'aide du Venezuela, en 2014 avec l'ouverture de Barack Obama, mais on a un épuisement de la société cubaine face à cet enchaînement de crises. Là, les mesures qui sont prises sont des mesures qui n'étaient pas encore envisagées durant la période spéciale pour essayer de survivre face à l'ampleur du blocus états-unien. Je rappelle la période spéciale en temps de paix, donc dans les années 90, c'était un tiers de chute du PIB en l'espace de quelques années avec le départ soudain donc du principal partenaire commercial de l'époque, l'Union soviétique. Sachant que ces dernières années, et ça dit beaucoup, Thomas Posado, je vous questionne encore parce que vous allez nous quitter dans quelques instants. Chiffre très impressionnant de l'exode massif que subit Cuba depuis quelques années, depuis 2020, donc en 5 ans, entre 2 et 3 millions de Cubains ont quitté l'île parce que la vie devient trop insupportable. Je rappelle que la population cubaine aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes. Donc c'est une brèche, c'est une hémorragie démographique très impressionnante. Oui, paradoxalement, les mesures de Donald Trump, en fait, elles favorisent l'immigration. Donald Trump combat l'immigration sur son sol, mais de fait favorise les causes qui mènent des millions de Cubains, de Vénézuéliens sur le sol états-unien. Ça effectivement représente 20% de la population nationale. On a une population qui décroît. En plus, c'est une population vieillissante, la population cubaine. Et c'est aussi face à l'impossibilité de changement à l'intérieur du pays. Il y a eu une vague de protestations spontanée le 11 juillet 2021 qui s'est soldée pas par de la répression physique, il n'y a pas eu énormément de morts. Par contre, il y a eu un nombre d'emprisonnements extrêmement élevé avec des peines assez lourdes. Et donc, face à une impossibilité de changement en interne, il y a une volonté de partir à l'étranger, de voter avec leurs pieds, comme le consacre l'expression. Et c'est toute l'impasse de la situation cubaine avec... En plus, donc désormais, ce blocus qui s'aggrave et qui n'a vocation qu'à amplifier cette vague migratoire, c'est potentiellement un des risques de déboucher de cette crise. On est des vagues de Cubains qui essayent d'aller tenter leur chance ailleurs pour trouver une vie digne et d'avoir moins de restrictions dans leurs conditions de vie au vu de ce qui est en train de se passer au niveau énergétique. Oui, stratégie à double tranchant de l'administration américaine, comme le dit Thomas Posado, qui affiche à tout va une politique anti-migratoire très dure, mais qui
qui, ce faisant, d'une certaine façon, pousse les Cubains à tenter de rejoindre. Je rappelle que c'est à 150 km, les côtes américaines de Cuba. C'est effectivement le côté paradoxal des mesures qui ont été adoptées par Donald Trump. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un avion qui a atterri sur l'aéroport de La Havane avec des Cubains expulsés. Donc, les Cubains qui vivent aux États-Unis ne bénéficient pas d'un statut particulier. Ils sont expulsables comme tout autre latino-américain ou même des Coréens ou des Africains, parce que ça rentre dans la conception migratoire, de la politique migratoire qu'a Donald Trump. Et effectivement, il y a d'ailleurs une mesure assez intéressante qui est un peu passée inaperçue. Le gouvernement du Nicaragua, qui est la porte de sortie des migrants cubains aujourd'hui, le gouvernement du Nicaragua accorde à travers Internet des visas gratuits à tous les Cubains qui souhaiteraient quitter l'île pour trouver une meilleure vie à l'étranger. Donc il y a dû y avoir un accord entre le gouvernement du Nicaragua et le gouvernement cubain pour faire jouer cette soupape de sécurité qui est habituellement ce qui se passe à Cuba. Chaque fois qu'il y a une crise plus ou moins grave, celle-ci est très grave. Plus que des manifestations, il y en a eu, mais la soupape qui permet au régime de se tenir, bon, c'est le contrôle évidemment militaire et policier, mais aussi de laisser partir un certain nombre de migrants. Vous citiez le chiffre de 1 à 2 millions. On ne sait pas très bien d'ailleurs quel est aujourd'hui le niveau de la population cubaine. Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 9? Est-ce que c'est 8? Il n'y a pas de source officielle, mais la population a certainement baissé et elle a perdu ses éléments les plus dynamiques, les éléments les plus jeunes. Oui. Alors venons-en à cette stratégie américaine que vous évoquiez tous ensemble d'asphyxie sur l'île de Cuba. Mais avant d'y venir, on va écouter une archive. Je dis archive à escient parce qu'elle n'est pas si vieille, l'image qu'on va voir, mais pourtant elle paraît d'un autre siècle. Regardez. Barack Obama à la Havane, c'était il y a 10 ans tout juste, mars 2016. Voyage et promesse historique, celle d'amorcer définitivement le dégel. Que s'est-il passé, David Delos? Il s'est passé un certain Donald Trump qui est arrivé et qui accuse Cuba d'entretenir des relations un peu dangereuses avec d'autres puissances. On pense à la Russie, on pense à la Chine, on pense à l'Iran. Alors c'est vrai qu'il y a des convergences de vues entre le régime de Cuba et ces grandes puissances, mais ce qui est assez étonnant, c'est que Donald Trump reproche à Cuba ce qu'il fait lui-même, c'est-à-dire que lui-même entretient des relations diplomatiques avec la Russie et avec la Chine, même si elles sont parfois un peu conflictuelles. Donald Trump qui reproche également à Cuba de propager, je cite, ses idées, ses politiques, ses pratiques communistes à travers tout l'hémisphère occidental, menaçant la politique extérieure des États-Unis. Alors on peut quand même se poser la question de savoir comment cette petite île, avec ses moins de 10 millions d'habitants. Je rappelle que l'agglomération parisienne, c'est 22 millions de personnes qui y habitent. Donc 9 millions d'habitants peuvent menacer un pays qui compte 340 millions d'habitants. Apparemment, Cuba encouragerait le terrorisme. Si je reviens un petit peu en arrière, je me souviens qu'en janvier 2025, les États-Unis avaient sorti... Biden avait sorti le pays de la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Donc quelque part, effectivement, il y a beaucoup de paradoxes dans cette décision de Donald Trump. Et c'est lui, effectivement, qui aujourd'hui crée problème. Oui, liste sur laquelle donc, Trump avait remis Cuba quelques jours après, je crois, le départ de Biden. Alors, puisqu'on vous tient encore quelques instants, Thomas Possado, je vous pose la question. Quelle menace aujourd'hui Cuba représente réellement pour la toute-puissance apparente, en tout cas américaine? Menace réelle, aucune. La raison pour laquelle les gouvernements états-uniens combattent Cuba, c'est aussi parce que c'est un exemple d'irrévérence, d'insoumission en Amérique latine. Et tous les présidents états-uniens depuis les années 60 essayent
de renverser le gouvernement cubain, pour l'instant sans succès. Je rajouterais sur les questions migratoires, c'est assez intéressant parce que Donald Trump punit doublement les Cubains. Jusqu'à la présidence, au premier mandat de Donald Trump, les Cubains étaient accueillis dans des conditions plus favorables. Il y avait un asile assez automatique pour les Cubains aux États-Unis en vertu de la politique de renversement de régime qu'ils étaient en train de mettre en place, en considérant qu'ils étaient victimes de leur gouvernement, même si ce n'était pas nécessairement le cas. Mais il y avait cette contrepartie du blocus qui était mis en œuvre, c'est-à-dire un accueil plus favorable. Donald Trump, durant son premier mandat, a mis fin à ça, punissant doublement les Cubains. De fait, il n'y a pas de menace réelle. Et cette menace sur le terrorisme, c'était précisément parce que Cuba a accueilli les négociations pour le processus de paix en Colombie et qui a réussi à éviter davantage de violence en Colombie en refusant de livrer les négociateurs qui venaient pour conclure un accord de paix. Donc on a un double jeu de l'administration Trump qui était dans ce premier mandat pour déstabiliser le gouvernement cubain, avec en particulier le rôle de Marco Rubio, exilé cubain, fils d'émigrés cubains d'avant la Révolution, mais qui a construit toute sa carrière politique dans la volonté de changement de régime à La Havane. Et en cela, pour lui, il y a un objectif personnel et le renversement de Cuba serait un élément décisif pour sa carrière politique vers d'autres échéances, peut-être la vice-présidence ou la présidence dans les prochaines élections. Oui, Marco Rubio, qui d'ailleurs cultive un certain flou autour précisément des raisons pour lesquelles ses parents ont quitté Cuba. On le disait, Jean-Jacques Orlianski, Cuba, c'est une obsession américaine. On se souvient bien sûr de l'épisode hasardeux de la baie des cochons en 1961. Il y a eu la parenthèse Obama. C'est une obsession américaine, c'est une obsession trumpienne spécifiquement, Cuba ? Oui, Trump n'a rien inventé. Les sanctions, c'est depuis 1962. Simplement, elles se sont accentuées. Pour revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, Cuba a joué un rôle d'apaisement dans un certain nombre de conflits à la fin de la guerre froide, en Afrique australe, dans la Corne de l'Afrique, en Amérique centrale, à tel point que la CIA, à l'époque, en 1996, avait fait un rapport et qui concluait de la façon suivante: Cuba ne constitue plus une menace pour la sécurité des États-Unis. Et effectivement, comme l'a dit Thomas Posado, Cuba a joué sur les conflits colombiens un rôle de facilitateur de paix. Donc là, la question qui se pose à partir de ce moment-là, pourquoi Trump ressort des arguments de guerre froide ? Alors pourquoi ? Donc il ne faut pas attacher une grande importance aux arguments utilisés par Trump. Tantôt sur le Nigeria, c'est la défense des chrétiens. Pour d'autres dossiers, il faut barrer le chemin à la Chine. Là sur Cuba, c'est la menace terroriste et communiste. En réalité, à mon avis, c'est une opinion personnelle, c'est un dossier de politique intérieure. La Floride, où se trouve un grand nombre de cubano-américains, l'État de Floride joue un rôle important dans toutes les élections aux États-Unis. Il y a des élections au mois de novembre, le 3 novembre, de mi-mandat aux États-Unis. Rappelez-vous, après sa première élection en 2016, peu après sa prise de fonction, il était allé à Miami, donc en Floride, faire un grand discours thématique sur on va en finir avec Cuba. On va en finir avec Cuba, c'était plus verbal qu'effectif. Il restait dans la politique des sanctions qui était appliquée antérieurement. Il avait malgré tout suspendu, fermé le consulat, pris un certain nombre de mesures anti-cubaines en vue de satisfaire le segment de l'électorat cubano-américain ou de la droite du Parti républicain, qui est représenté dans son gouvernement aujourd'hui par Marco Rubio, qui est depuis des années et des années un actif influenceur parlementaire anti-castriste, anti-Cuba. Et je crois qu'il faut situer ce que fait Trump aujourd'hui, dans ce contexte-là. Il n'est pas question de bombarder, de mener des opérations militaires. Il l'a dit d'ailleurs lui-même, Cuba n'a pas de pétrole. Il n'y a rien d'intéressant. Et le paradoxe qui était évoqué tout à l'heure, c'est qu'au contraire, les mesures, si elles sont effectives, vont constituer une menace migratoire pour les États-Unis et entrer en contradiction avec l'une des politiques phares du président Trump. Je vous donne la parole dans un instant. Christophe, Thomas Posado là-dessus, il nous reste quelques secondes avant que vous alliez faire court.
Exactement. Oui, non, bien sûr, c'est une politique de Donald Trump qui se comprend effectivement davantage par des raisons de politique intérieure et qui permet d'agréger cet électorat latino antisocialiste, en particulier en Floride, donc des émigrés cubains, des émigrés vénézuéliens. Faut comprendre aussi que la Floride a joué un rôle majeur dans les années 2000 comme swing state, comme État pivot, mais depuis quelques années est de plus en plus loyal au camp républicain, en particulier en raison de ces mesures hostiles au gouvernement cubain et vénézuélien prises par Donald Trump. Ça permet de consolider cet électorat, mais effectivement, on ne peut pas le comprendre autrement, si ce n'est par cette volonté de montrer, de soumettre l'Amérique latine, et c'est assez cohérent avec l'intervention militaire à Caracas, ou avec les ingérences électorales en Argentine ou en Honduras, c'est-à-dire de volonté de donner comme message à l'Amérique latine qu'il n'y a plus de possibilité de rébellion contre les États-Unis. C'est aussi possible que cette agressivité se retourne contre eux et fasse ressurgir un sentiment états-unien qui avait notablement diminué ces dernières années en raison d'un relatif désengagement de la puissance états-unienne dans la région. Oui, ça s'inscrit bien sûr dans ce que Donald Trump voudrait faire sa propre doctrine Monroe et considérer que l'intégralité du continent est le sien. Merci encore Thomas Posado et bonjour à vos étudiants. Merci. Alors on disait que Cuba ne représentait économiquement aucun intérêt pour les États-Unis. Je lisais en préparant cette émission que Donald Trump qui dit en permanence oui, alors on est en train de négocier avec les Cubains, ce que les Cubains, je crois, ont démenti. Il y a la question des entreprises américaines qui avaient été nationalisées au moment de la révolution cubaine en 1960. Est-ce que là, il peut y avoir un sujet d'indemnisation qui pourrait être intéressant peut-être pour Washington? Christophe, non, c'est à la marge? Je pense que c'est à la marge. Moi, la question que je me pose plus, c'est est-ce que la population va à un moment réagir? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Parce que faut s'imaginer qu'aujourd'hui, depuis un mois et depuis qu'il n'y a plus de pétrole et que cet embargo il est quasiment total, hein, vous évoquiez le Mexique, le Mexique ne peut plus envoyer. Il y a des sanctions qui ont été. Il y a des menaces de sanctions et le Mexique n'envoie plus rien depuis un mois. Il n'y a plus un navire qui est parti du Mexique. De pétrole en tout cas. Du pétrole et finalement ils troquent le pétrole contre du lait en poudre, j'allais dire. Et donc c'est plutôt maintenant on va envoyer des vivres et pas des barils. Là, il y a cette volonté d'aider. Il y a la volonté aussi d'aider de la Russie. Mais la Russie, le dernier pétrolier qui est arrivé de Russie, il me semble que c'est en décembre dernier. Il y a l'Algérie qui est aidée aussi pendant un certain temps. Il n'y a plus de pétrole algérien depuis plus d'un an. Bref, l'embargo, il est complètement total. Et les familles, aujourd'hui, elles vivent avec rien. Vous évoquez ce chiffre, 6 000 pesos, c'est le salaire moyen. Et vous évoquez cette boîte d'œufs qui coûte la moitié. Ouais. On achète 2 boîtes d'œufs avec un salaire. On achète le poulet. J'ai regardé, le poulet, 1 kilo de poulet, c'est 2000 pesos. Donc on achète 3 poulets pour un salaire. On achète le riz, c'est 500 pesos. Et parallèlement, le dollar, lui, eh bien, au marché noir, il augmente. Ce matin, c'est 500 pesos pour $1. Vous voyez, vous imaginez que ça veut dire $12. Le salaire, on peut plus vivre. Donc, avec un salaire, on n'achète plus rien. On ne vit pas un mois. Donc, il faut trouver des moyens d'avoir des revenus autrement. Est-ce que ça vient de Floride? Est-ce que ça vient par la diaspora? Mais est-ce qu'à un moment, la population va se soulever? Alors précisément, on a évoqué les manifestations qui avaient eu lieu en juillet 2021, manifestations populaires qui ont été réprimées. Alors Thomas Posado le rappelait, pas dans le sang, mais il y a eu beaucoup d'arrestations. Je crois qu'il y a près d'un millier de prisonniers politiques emprisonnés aujourd'hui à Cuba. Est-ce que la stratégie américaine, c'est de pousser la population à un tel point qu'elle va tenter à nouveau de se rebeller contre son propre régime? Moi, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. L'essentiel pour Donald Trump, il me semble, c'est d'apparaître comme faisant quelque chose aux yeux de l'électorat de la droite républicaine. Peu importe ce qui se passera sur le terrain. Une politique à l'économie. Il suffit simplement de menacer le monde entier de sanctions commerciales pour couper la route du pétrole. Et Cuba tape à toutes les portes en ce moment. Et qu'est-ce qu'a obtenu Cuba en réponse à ces demandes de soutien? Une dénonciation de la politique des États-Unis, de la part de la Chine, de la part de l'Iran, de la part de la Russie, de la part du Mexique, de la part du Brésil, de la part du mouvement des non-alignés, de la part du pape. Mais c'est tout. Et
tout le monde a peur. Le gouvernement de la Jamaïque a été sollicité, a dit « moi je voudrais bien, mais s'il y a des sanctions commerciales, je ne peux pas ». La présidente du Mexique a dit à peu près la même chose. Je peux. C'est honteux ce qui se passe. Il ne faudrait pas. Ce que font les États-Unis est inadmissible. Mais je dois tenir compte des intérêts du Mexique. Donc pas de pétrole, mais aide humanitaire. Parce que Donald Trump a menacé de droits de douane exorbitants, tout pays qui s'ajouterait encore aux il l'a refait le 29 janvier, il y a une dizaine de jours. Et surtout, le Mexique, ils sont face à des négociations qui vont arriver, des négociations très importantes d'un accord de libre-échange États-Unis-Canada. Mexique, c'est au mois de juillet, et du coup, ils ne peuvent pas apparaître comme ne se pliant pas aux règles de Donald Trump. J'en reviens à ma question, David. Je suis tenace. Quelle est, si tant est qu'il y a une stratégie cohérente, effectivement, l'intention américaine en la matière? Je crois que c'est Marco Rubio qui disait on ne va pas intervenir, et vous le rappeliez, mais si le régime tombait, ce serait bien. Mais comment est-ce que l'administration américaine se représente la façon dont le régime castriste, qui tient l'île depuis la fin des années 50, peut tomber, changer, se renouveler? Alors, franchement, je pense qu'il n'y a pas une véritable stratégie élaborée. Je crois que c'est un petit peu après moi le déluge. Voilà. On va pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, il y a cette échéance électorale aux États-Unis, et que la Floride est un État extrêmement important dans le processus électoral américain. Mais on va pas oublier aussi que Donald Trump, il est coutumier du fait. C'est-à-dire que à partir du moment où il est en difficulté sur sa scène intérieure, il essaye de faire diversion à l'extérieur. Ça s'est revu, ça se voit en Iran, ça s'est vu au Venezuela, ça se voit aujourd'hui avec Cuba. Avec dans l'idée de peut-être faire oublier que 2 manifestants ont été tués par la police anti-immigration aux États-Unis. Faire oublier peut-être aussi que les Américains souffrent de l'inflation induite par, je parle sous le contrôle de Christophe, induite par la politique des droits douaniers imposés par un certain Donald Trump. Donc tout ça, l'affaire Epstein aussi. L'affaire Epstein aussi, il faut la faire oublier. Donc il y a tout un tas de petits éléments comme ça qui donnent à penser que Donald Trump aujourd'hui fait diversion. On met effectivement le couteau sous la gorge de Cuba. Pourquoi faire derrière? C'est pas grave, tant que ça occupe l'attention. Même stratégie, alors encore plus impressionnante, utilisée contre le Venezuela, parce que Nicolas Maduro a été arrêté, exfiltré. Et après... Pour confirmer ce que vous dites, l'intervention au Venezuela a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 janvier. 24 heures avant, la presse américaine, nord-américaine et la presse mondiale avaient les yeux fixés sur qui? Sur le maire de New York, né en Afrique, dans une famille indienne, musulmane. 15 jours auparavant, Trump avait violemment critiqué dans des propos très rudes l'Europe, et en particulier l'Europe qui faisait élire à Londres un maire qui s'appelle Khan, qui était d'origine musulmane, etc. Donc la date, effectivement, de l'intervention au Venezuela n'est pas anodine. J'imagine qu'elle aurait pu se produire 8 jours après. Bien sûr. Mais le lendemain, le 3 janvier, on ne parlait plus du maire de New York. Si, imaginons que l'administration américaine et Marco Rubio en premier lieu se disent effectivement, peut-être comme on l'a vu en Iran, la population cubaine va se soulever. Alors on l'a dit, c'est oublier qu'il y a eu déjà des manifestations, c'est oublier aussi la réalité du régime castriste, car il faut bien sûr le redire ici, c'est un régime qui a placé sa propre population depuis 60 ans maintenant sous une chape de plomb, où on n'a pas le droit très clairement de dire ce qu'on pense des autorités. Oui, c'est un régime. On n'est pas au Venezuela. C'est pas le Venezuela. C'est un régime à parti unique. Ce qui a permis la survie du régime, quelque part, ce sont les États-Unis. C'est ce qu'avait compris Barack Obama. Il a dit jouons la carte de l'ouverture pour enlever un argument aux autorités cubaines. À partir de ce moment-là, oui. C'était une stratégie qui aurait pu marcher à l'époque ? Je pense que c'est une stratégie à moyen terme, sur un certain nombre d'années, qui aurait pu fonctionner.
Et donc, il aurait pu parvenir à faire chuter à le une régime. ouverture, etc. Oui, c'est vrai. Mais Donald Trump, pour les raisons évoquées ici, a choisi une autre stratégie. Il y en a peut-être une autre, d'ailleurs, que personne n'a évoquée jusqu'ici. Avant son élection à la présidence, sa société immobilière avait prospecté Cuba. Donc, est-ce qu'il a derrière la tête aussi une espèce de Riviera comme à Gaza, avec ses entreprises immobilières à Cuba, ce qu'était Cuba avant la révolution cubaine? C'est possible. Il avait fait des prospections pour construire un golf, des grands hôtels. Oui, c'est ce que je disais, parce que on rappelle que le tourisme est une manne essentielle depuis C'était une des manne années. essentielle, Alors, ouais, je crois que les chiffres de baisse du tourisme ont été assez forts. x2, en fait, on était à quasiment 5 millions de touristes en 2018. On est 5 tombé... millions pour une île qui en compte 10. Voilà, exactement. Donc, on avait quasiment Énorme. la moitié en touristes pour l'année. Et là, on est tombé l'année dernière à moins de 2 millions. Voire moins encore. Les chiffres ne sont pas encore tombés pour 2025, mais je tablerais plutôt sur 1,5 million. Donc, on a quasiment 2 fois moins, voire 3 fois moins de visiteurs. Et ça va être accentué avec la suspension des vols. Ah bah là, il y a déjà au moins 3 compagnies. Il y a 3 compagnies canadiennes, dont Air Canada. Voilà, il y a les vols et puis qui comme touriste peut aller. Il n'y a plus d'hôtels qui sont ouverts ou les Oui, on a eu des témoignages de touristes qui sont regroupés dans les mêmes hôtels, qui ont encore des groupes électrogènes qui où il y a des compagnies espagnoles qui sont obligées de faire payer le billet plus cher parce qu'ils prennent le combustible en République dominicaine. Et donc le prix du billet d'avion augmente. Maintenant, oui, bien sûr. Juste ajouter un petit mot, parce que j'y repense en repensant aux images que vous avez montrées tout à l'heure avec Barack Obama à la Havane. Il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi qui est extrêmement important, c'est que Donald Trump a une détestation absolue pour Barack Obama. Et Biden. Et pour tout ce qu'il a fait. Et pour tout ce qu'il a fait. Il doit avoir une certaine... voilà, être assez satisfait de pouvoir détricoter ce qu'un Barack Obama a pu monter en tendant la main au régime de la Havane. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Mais effectivement, comme vous le disiez, il me semble que la dimension économique dans la tête de Donald Trump est toujours assez importante. Et pourquoi pas voit-il effectivement en Cuba potentiellement un endroit de prospection immobilière ou économique pour ce tourisme qu'on évoquait. Alors, que fait la Russie ? Vous l'avez évoqué, elle n'avait pas levé le petit doigt concrètement pour Maduro. Là, pour Cuba, toujours pas. Bon, et la Chine La Chine non plus. Hein. Je veux dire, c'est sur l'Amérique latine. Regardez ce qui s'est passé à Panama. La Cour suprême de Panama, finalement, selon des critères qui paraissent quand même liés aux pressions des États-Unis de Donald Trump depuis le mois de février, janvier, même fin janvier de 2025, a déclaré inconstitutionnel ou hors de toute légalité juridique le contexte des appels d'offres qui avaient permis à une société de Hong Kong de prendre le contrôle, mais selon les règles qui avaient été posées à ce moment-là, des deux ports de Colón et le port sur le Pacifique à Panama-Ville, et donc a perdu le contrôle de ces deux ports immédiatement. Alors les Chinois ont protesté, mais c'est tout. Alors Cuba ne représente pas un enjeu économique aussi important que Panama, et encore moins peut-être que le grand port porte-conteneurs de Chancay au Pérou, dont l'équipe de Trump avait parlé pendant la campagne électorale, mais qui, à mon avis, va venir sur le tapis dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne sais pas, parce que c'est une infrastructure montée par les Chinois qui est extrêmement importante et que, dans la logique de Donald Trump, est inacceptable. Donc, des Cubains sous asphyxie, sans soutien, y compris des Mexicains, bien que la présidente Sheinbaum dit qu'on ne peut pas laisser les Cubains dans cet état-là, il y a un principe de réalité. Jusqu'ici, elle n'envoie pas de pétrole. Les alliés, les pays alliés, y compris donc la Chine, avec laquelle la proximité idéologique est très forte, n'est pas au rendez-vous. Non. Un régime castriste qui continue de tenir sa population d'une main de fer, ça peut mener où, à part... vers l'inconnu.
Mais vraiment, je crois qu'on est entré dans une sorte de vide juridique, constitutionnel. Ce blocus ne s'explique absolument pas en termes de sécurité des États-Unis, il ne s'explique absolument pas en termes économiques, il ne s'explique absolument pas en termes politiques. Rien ne l'explique. Et donc, on se dirige vers Cuba, la chute d'un régime peut-être. Pourquoi ? On ne sait pas. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Marco Rubio, président de Cuba, c'est ce qu'avait évoqué Donald Trump. On peut peut-être dire un mot de Marco Rubio, parce que dans l'affaire, on l'a évoqué rapidement, mais c'est celui qui pousse derrière Donald Trump. Donc Marco Rubio, on le redit, fils d'immigrés cubains qui sont partis avant la Révolution et non pas après. Alors, il est né aux États-Unis, mais d'une famille d'opposants au régime castriste. Et il a capitalisé toute sa vie. Il est très représentatif de cette communauté cubano-américaine qui exerce des pressions permanentes sur le gouvernement des États-Unis. Dans leur majorité, ils sont républicains. Il y a quelques démocrates qui sont d'origine cubaine. Et il a toujours été au Sénat, où il est sénateur depuis pas mal de temps. Il a d'ailleurs été reçu par les sénateurs membres de la Commission des Affaires étrangères il y a quelques jours en ami pour exposer la situation non pas à Cuba, mais au Venezuela. Donc il est le représentant, effectivement, de ce courant qui n'est pas exactement celui de Trump, mais dont il a besoin pour gagner les élections. Alors, président de Cuba, pourquoi pas, mais enfin, je ne pense pas que ça soit dans ses objectifs personnels. Je pense pas non plus. Dans l'immédiat. Je pense que pour un Marco Rubio, il y a un élément intéressant avec Trump, c'est que pour l'instant, dans ce qu'il nous a montré, c'est qu'il n'est pas forcément partisan d'un changement de régime où que ce soit. Il l'a pas montré au Venezuela, il aurait pu. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de régime au Venezuela. En Iran, on n'a pas l'impression qu'il pousse réellement pour un changement de régime. En tout cas, l'aide qu'il avait promise, les Iraniens l'attendent encore. Donc, est-ce qu'il pousserait vraiment pour un changement de régime à Cuba ? Non, moi je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Ce sont des positions d'opportunité. Et il a besoin de bouger pour faire oublier d'autres choses. Et il a besoin d'avoir un discours un peu dur sur Cuba pour des raisons électorales. La semaine prochaine, il peut passer à autre chose. Absolument. Et le régime castriste, alors on dit que la population vit un enfer. Et je renvoie aussi à la très bonne série qu'ont écrit nos confrères du Monde il y a quelques jours en 3 articles avec des photos magnifiques. D'ailleurs, qui racontent la réalité de la vie. On évoquait les prix des œufs et des poulets, mais il y a des photos notamment de ces magasins de produits subventionnés qui sont complètement vides, sans aucun produit pour les Cubains. Est-ce que le régime, lui, en tant que tel, est fragile ? Fragile, c'est difficile à dire. La population se comporte comme la population vénézuélienne. Nous, vu d'ici, on mange bien, on a tout ce qu'il faut, on pense à la politique. Mais quand on est dans une situation matérielle dramatique, on pense à sa survie. On pense à ce qu'on va manger le soir, ce qu'on va boire. C'est une population qui n'est pas en mesure de se projeter vers des changements politiques. Et la seule issue, en dehors de la débrouille au niveau local, c'est l'émigration. On n'en voit pas d'autres. Et il n'y a pas de voix, il n'y a pas de relais politique aujourd'hui à Cuba, pour les raisons que vous avez évoquées. C'est comme au Venezuela, l'opposition est très forte à l'extérieur. En exil. Là où les Cubains ont de quoi manger, boire, etc., que ce soit en Espagne ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc l'opposition cubaine parle beaucoup, mais à l'extérieur. Oui, et puis les quelques opposants qui ont parlé sont en prison aujourd'hui. Absolument. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à la différence du Venezuela, on ne vote pas à Cuba. C'est un régime qui est installé, qui a installé sa politique. On n'a pas de raison de s'opposer à l'intérieur, comme au Venezuela, où on truque les élections. Donc, on vote, mais il y a un seul parti. Voilà. Qui revient à peu près au même. Voilà, on peut voter blanc, voilà. Ou pour des candidats sans parti. Christophe, un mot ? C'est très difficile d'avoir des statistiques aussi sur l'ampleur de la pauvreté, par exemple, parce qu'officiellement, le régime dit il y a 0 pauvreté. Si on regarde une étude de l'université de New York, Columbia, on a un taux de pauvreté de 40%, et puis il y a une association qui évoque même 89% des familles qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc on est
Enfin, c'est des chiffres très qui vont du tout au rien. Et oui, ce qui est intéressant aussi, c'est cette économie de la débrouillardise qu'ils ont réussi à développer quand même depuis très longtemps. Ça, ils y sont habitués. Je crois qu'il y a un terme, la lucha, qui veut dire la lutte, et qui est finalement cet art de savoir se débrouiller avec rien. Une réalité d'ailleurs que nombre de touristes qui viennent à Cuba ne voient pas, car il y a une espèce de monde parallèle pour les touristes qui viennent visiter Cuba et qui se font parfois l'écho. Le régime avec Raúl Castro avait levé un petit peu la chape de plomb. Les petites entreprises étaient autorisées, les paladas, les restaurants privés, mais avec pas plus de 12 clients, ils n'avaient pas le droit de servir des homards, je crois, qui étaient réservés aux restaurants d'État. Ouais. Donc il y avait des taxis, Bon, mais moi-même, j'ai constaté qu'il y avait, par exemple, des taxis non autorisés, mais qui fonctionnaient au vu et au su de tout le monde. Donc, il y a une société qui est relativement tolérante, parce qu'il n'y a pas d'autres issues à la crise économique. Donc, c'est un système qui est difficile à définir, et les taux de pauvreté également, parce que les taux de pauvreté n'intègrent pas l'économie parallèle. Oui, puis encore faut-il avoir les organismes publics pour réaliser ce genre d'études. On comprend en tout cas que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'issue, et c'est l'inconnu, comme vous le disiez, pour Cuba, dans les mois qui viennent, tant sur le devenir de cette population que sur la stratégie américaine en la matière. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. À revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.